Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan de mes lectures de ces derniers mois, donc je dirais mois d'août, mois de septembre. J'ai 5 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vous parle dans cette vidéo, donc c'est L'Enfant Étoile de Catherine Engberg, publié aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais reçu dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar. Je vous en ai déjà parlé, donc ça c'était le deuxième livre que je lisais dans cette sélection, donc sélection roman étranger, puisque là on est, je crois que c'est danois. Oui, c'est ça. Ça vient du Danemark. Pour l'histoire, on va retrouver une jeune fille, le cadavre d'une jeune fille dans son appartement, dans un immeuble. Elle baigne dans une mare de sang et le tueur lui a laissé comme une sorte de cicatrice, enfin de signature. Il lui a fait comme une sorte d'origami sur le visage qu'il lui a découpé. Évidemment c'est horrible et du coup on va suivre deux enquêteurs, l'enquêteur Corner et sa coéquipière Werner, qui sont chargés de l'enquête pour découvrir qui c'est qui a fait ça à cette jeune fille. Et puis on va suivre aussi Esther, la propriétaire de l'immeuble, qui est une jeune retraitée, une universitaire qui essaye d'écrire son roman policier. Et il se trouve que ce qui est bizarre, c'est que le roman policier est quand même assez proche de ce qui s'est passé. Donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Moi j'ai bien aimé ce livre, je trouvais que l'intrigue était bien ficelée, que les personnages avaient une belle profondeur, une belle psychologie. On sent que l'autrice sait bien ménager son suspense. Après, à certains moments, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur et que parfois c'était un petit peu tiré par les cheveux, certaines trames narratives voilà, étaient un petit peu exagérées, pour moi en tout cas. Mais bon, globalement on va dire que ça passait quand même. Finalement je me suis beaucoup attachée au personnage d'Esther, donc cette vieille dame avec ses deux carlins, qui est quand même assez revêche, qui envoie bouler les flics, mais en même temps qui est tellement attachante, et on sent qu'elle a quand même des blessures, qu'elle est assez solitaire, etc. Et je l'ai trouvée vraiment très touchante, cette petite mamie. Après j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce livre, hormis que j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, que c'était plutôt un thriller de bonne facture. Après il restera pas mémorable, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, c'était une lecture sympathique qui fait passer un bon moment. Voilà pour L'Enfant Étoile de Catherine Engberg. J'ai ensuite lu, toujours dans le cadre Nouvelle Voix du Polar, La part du démon de Mathieu Le Serre, chez Pocket encore une fois. Donc là on est sur un roman policier français où on va découvrir le cadavre d'une jeune bonne sœur qui a été complètement mutilée, on lui a coupé les mains, etc. Et elle a été noyée dans un lac, enfin dans une... comment on appelle ça? Ouais, un lac près des buttes de Chaumont à Paris. Et donc on va suivre la jeune inspectrice Doloria Esperanza, qui est donc une bleue, qui va faire équipe avec Manuel Almeida, qui est un enquêteur plutôt reconnu. Et ils vont former un duo assez atypique et ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé en allant voir du côté de l'église, du couvent, etc. Et visiblement les secrets de l'église sont presque impénétrables. En plus de ça, Manuel semble cacher un mal un petit peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il a. Ce roman, ce qui m'a un peu perturbée, c'est qu'il est découpé en 3 parties. Donc on a la première partie que j'ai bien aimée avec sous le point de vue de Doloria Esperanza, donc cette jeune flic qui débarque à la brigade criminelle et qui va découvrir cette enquête en fait, qui est quand même assez complexe pour une première. J'aime bien le fait qu'on découvre l'univers de cette brigade criminelle, les personnages et puis cette enquête à travers les yeux de cette novice qui elle aussi découvre en même temps que nous, donc ça c'était vraiment chouette. Ensuite la deuxième partie j'ai un petit peu moins aimé, puisqu'on va être avec Christopher, comment il s'appelait? Christian. Avec Christian, qui est le jeune frère de Manuel, qui est journaliste et qui aime bien enquêter et qui enquête en parallèle sur des meurtres de chauffeurs de taxi qui sévit à Paris. J'ai trouvé cette partie très longue où il y avait beaucoup de rétrospectives de la vie de Christian quand il était plus jeune, quand il a fait le tour du monde, de l'espèce d'enfance, relation entre les deux frères. Bon, ça apporte peut-être un peu plus de profondeur au personnage, mais parfois c'était vraiment très long et un peu inutile. Ça ne servait pas vraiment le récit, pour moi en tout cas.
Donc là j'avoue que cette deuxième partie au milieu du roman m'a un petit peu perdue, voilà, ça m'a un petit peu fait décrocher. Heureusement que la troisième partie on est avec le point de vue de Manuel qui a un petit peu ravivé mon intérêt pour l'histoire et on va avoir cette résolution finale qui était plutôt sympathique. Voilà, ça tient bien la route. Après, voilà, je trouvais qu'il y avait certains passages qui étaient un petit peu longs pour pas grand chose. Ensuite, j'ai lu Un manoir en Cornouailles de Eve Chase aux éditions 10-18. Donc là, on est sur un tout autre style de roman puisqu'on est sur un roman contemporain avec secret de famille. On a une double temporalité. D'un côté, on est à la fin des années 60 en Cornouailles, donc on est dans ce manoir qui s'appelle Pencrow, mais que tout le monde appelle le manoir des lapins noirs, puisqu'il y a des lapins au loin, dans le couchant du soleil qui font des ombres. On va suivre la famille Alton, donc notamment la fratrie avec Amber et son frère jumeau de 15 ans, Toby. Ils ont deux petits frères et sœurs, donc Barney qui a 6 ans, je crois, 5 ans, par là, qui est un petit garçon intrépide et curieux. Et on a Kitty qui est la petite dernière. Ils vivent en harmonie dans ce grand manoir familial où ils vont pendant les vacances scolaires. Bon, c'est un manoir qui est un petit peu délabré, qui commence un petit peu à brinque-baller de partout, mais ils y sont très attachés. Ils y passent des vacances scolaires toujours très merveilleuses dans la campagne, près de la mer, etc. Et ils sont heureux avec leur mère qui les aime profondément, leur père qui est parfois un peu distant, mais voilà, on sent que c'est une famille très soudée, jusqu'au drame où en fait la mère va avoir un accident de cheval et elle va décéder prématurément. Et très vite, le père va refaire sa vie avec la fameuse horrible belle-mère, Caroline, qui va aussi amener son fils de 17 ans qui s'appelle... J'ai oublié son nom. Qui s'appelle... C'est pas Ethan? Non, Luciane. Ah ça y est, c'est revenu, qui s'appelle Luciane. En fait, les enfants Alton vont plutôt mal vivre cette situation parce que évidemment ils sont toujours en deuil de leur mère et cette belle-mère Caroline qui est une femme très froide, très autoritaire et qui veut reprendre les choses en main au manoir et qui veut changer toutes leurs habitudes. Donc voilà, ils vont plutôt mal vivre ça. Et en parallèle de ça, on va suivre donc de nos jours Lorna, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui cherche un endroit idyllique pour se marier avec son fiancé John. Et donc elle va se rappeler que sa mère l'a menée souvent à Pencrow dans ce manoir. Quand elle était petite, elle allait avec sa mère visiter ce manoir assez régulièrement. Et du coup elle se dit ouais, j'ai des bons souvenirs de ça dans mon enfance et j'ai envie d'aller me marier là. Donc elle va aller visiter ce manoir et la vieille douairière qui habite là va tout faire pour retenir Lorna parce qu'elle a vraiment besoin d'argent pour renflouer les caisses et restaurer un petit peu ce manoir qui part un petit peu en ruine. Il y a ce côté un peu lugubre et Lorna va découvrir aussi des secrets longtemps enfouis. Donc évidemment les deux histoires vont se recouper, hein, je pense que vous l'aurez compris, mais d'une manière que je m'y attendais pas. Après je me suis laissée porter par le récit, j'ai pas cherché à en savoir trop. Et franchement j'ai bien aimé ce bouquin dans l'ensemble, même si le début j'ai trouvé que c'était un petit peu long à mettre en place les deux histoires. Parce que j'ai commencé en fait à lire ce livre lorsque j'étais en vacances à l'océan. Donc j'étais sur la plage dans un cadre zen, tranquille, etc. Et du coup je trouvais que ce livre manquait de rythme, que ça manquait de... Voilà, c'était un peu trop mou. Mais après je l'ai mis en pause lorsque je suis partie en Écosse et je l'ai repris lorsque je suis revenue au travail. En fait je le lisais pendant ma pause de midi et 2. Et du coup le fait d'être dans un autre environnement qui était un peu plus stressant, hein, le travail, la vie qui reprend, les obligations, tout ça, du coup fait que finalement j'ai beaucoup plus apprécié ce côté un peu plus langoureux du livre, ce côté un peu plus zen avec ses étés proches de l'océan, avec ses falaises, ces journées qui sont infinies, ce côté un petit peu nostalgique de l'enfance, etc. J'ai beaucoup plus apprécié lorsque j'étais au travail que lorsque j'étais à la plage. Voilà, comme quoi l'environnement dans lequel on lit le livre peut vraiment jouer sur notre ressenti de lecture. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça à vous, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment avec ce livre là, de ces deux parties en fait, où j'ai trouvé d'un côté ça très long et puis de l'autre j'ai trouvé ça très apaisant. Voilà. En tout cas je suis quand même contente de l'avoir lu, c'était une
plutôt bonne lecture avec Secret de famille, etc. C'est pas mon genre de prédilection habituellement, mais bon voilà, je savais dans quoi je mettais les pieds et j'ai plutôt bien aimé. Surtout le côté manoir, en Cornouailles, avec ce côté un petit peu gothique, un petit peu secret, qui m'a un petit peu fait penser de loin à Rebecca de Daphné du Maurier. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de récit, n'hésitez pas, il est plutôt de bonne facture. Je continue avec ma lecture de Des meurtres qui font du bien de Karsten Dus aux éditions Cherche Midi. Donc ça c'est un service presse que j'ai reçu dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi. Donc c'est une nouvelle saga qui vient de sortir là au mois de septembre. Donc c'est le premier tome de la saga Les Meurtres Zen. Le prochain tome devrait sortir au printemps 2023. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on va suivre un avocat, Bjorn, qui est avocat pénaliste et qui a comme plus gros client un dangereux criminel, un mafia. Il est toujours accaparé par son boulot. Déjà c'est pas évident de défendre des criminels. Il est très stressé, il n'a pas le temps de passer du temps avec sa petite fille Emily. Sa femme aussi, elle en peut plus de le voir toujours rentrer tard, toujours stressé, etc. Du coup, elle va lui poser un ultimatum. Il doit aller voir un coach de pleine conscience, sinon leur couple est terminé. Donc il n'a pas trop le choix, il hésite parce que lui il n'a pas trop envie d'y aller, mais il va aller voir ce coach de pleine conscience, de méditation, etc. qui va lui apporter des clés pour vivre mieux. Et ça va être le début des meurtres zen, des meurtres qui font du bien. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais on est sur un univers assez couillu, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans l'univers de la mafia, des magouilles entre mafieux, des guerres de gangs. A priori, c'est pas du tout mon genre de prédilection, j'aime pas trop ça, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien dans ce bouquin, qui est pour le coup assez léger. J'ai beaucoup aimé l'humour, un côté un petit peu décalé, un petit peu sarcastique que j'ai beaucoup aimé. Avec cet humour noir très caustique, surtout dans le premier chapitre où on va suivre Bjorn qui va voir ce coach de pleine conscience, et j'ai adoré cette scène entre les deux personnages. Les dialogues étaient pépites. Après j'ai trouvé ça un peu dommage que finalement Bjorn ne retourne pas voir ce coach, on le revoit plus le coach après dans la suite du bouquin, et c'est un peu dommage, mais en même temps je comprends parce que vu ce qui se passe après, il aurait pas pu se confier à cœur ouvert au coach, puisque bon, il y a des meurtres, hein, donc voilà. Je vous spoil rien, c'est dans le titre, mais bon. Bjorn va se référer au manuel que a écrit son coach et qu'il lui a passé. Donc dès qu'il a un problème, il feuillette ce manuel et il en tire des enseignements. Et donc à chaque début de chapitre, on a justement une thématique, par exemple l'innocence, avec un passage du manuel du coach de pleine conscience. Et comment est-ce qu'il le met en pratique ensuite dans ses aventures. Donc la bienveillance, voilà, il y en a plusieurs. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant comme lecture, très très divertissante malgré les thèmes qui sont difficiles, hein. On est quand même avec des meurtres, il y a de la violence gratuite, il y a du démembrement, il y a de la torture, enfin voilà, ça reste quand même des sujets très lourds, hein. C'est peut-être pas pour les âmes sensibles, mais c'est traité de manière assez légère, avec beaucoup de conseils qui finalement peuvent nous aider à vivre mieux, nous de notre côté en tant que lecteurs. Donc j'ai trouvé ça hyper inspirant. J'ai passé un bon moment de lecture. Après voilà, ne vous fiez pas à la couverture qui est vraiment pas très très jojo, mais en tout cas j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien pour un espèce de cozy mystery un petit peu plus testostéroné que ce qu'on a l'habitude de lire. J'ai trouvé ça génial, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et même si on s'attache pas vraiment aux personnages, parce qu'ils sont quand même assez problématiques, c'est très cliché, hein, c'est comme dans le Cozy Mystery, tous les personnages sont quand même assez stéréotypés. J'ai trouvé dommage un petit peu que les personnages féminins soient vraiment très clichés, hein. On a la femme qui est un petit peu hystérique et qui est casse-bonbon. On a la secrétaire du bureau d'avocat qui est une vieille mégère complètement aigrie, sans enfant et sans mari. On a la jeune stagiaire du cabinet d'avocat qui est complètement nunuche, hein, vraiment écervelée. Les personnages masculins sont pas mieux non plus, puisqu'on est quand même avec des gros mafieux qui réfléchissent pas mais qui préfèrent taper dans le tas, quoi. Le personnage de Bjorn m'a quand même fait penser à... comment il s'appelle ? Jimmy McGill dans Better Call Saul, donc le fameux Saul Goodman qui est l'avocat dans Breaking Bad. Il m'a beaucoup fait penser à lui,
Donc voilà, dans le bon sens du terme, parce que moi j'avais adoré Breaking Bad et j'avais beaucoup aimé aussi la série Better Call Saul, qui est terminée d'ailleurs, un peu sniff, triste. Mais voilà, si vous aimez Breaking Bad, je pense que vous pourrez aimer ceci. Boudu, ce bilan lecture est quand même assez long, mais je termine avec le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé récemment, c'est Meurtre et Cupcake au caramel. C'est la cinquième, oui c'est ça, la cinquième enquête d'Anna Swanson, donc c'est écrit par Joanne Fluke et c'est publié au Cherche Midi. J'adore cette saga, c'est du cozy mystery gourmand avec des pâtisseries, des recettes de cuisine, je vous en parle souvent. Ici on va retrouver Anna qui vit toujours dans cette petite bourgade du Minnesota, donc Lake Eden. Et cette fois-ci, c'est le shérif qui va être retrouvé mort. Et en plus, c'est elle, à chaque fois qu'il découvre les cadavres, sa mère, elle en peut plus. Elle lui dit, mais arrête de découvrir des cadavres, sinon tu ne trouveras jamais de mari. Personne ne voudra de toi. Bon, c'est un petit peu cliché, mais bon, on aime bien. C'est quand même cosy, gourmand. J'aime bien ce côté... tout le monde se connaît, petit village, tout le monde s'entraide, etc. Et en fait c'est Anna qui, après son cours de cuisine, puisqu'elle fait des cours de cuisine pour les ménagères de plus de 50 ans, tout ça, et ben en sortant les poubelles, elle va découvrir le cadavre du shérif. Et voilà, donc on va sur cette enquête. Là pour la temporalité, on est plutôt mi-octobre, fin octobre, autour d'Halloween. Donc voilà, c'est parfait pour l'automne. En plus la couverture fait très automnal. Je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et autant vous dire que c'est pépitas. C'est gourmand, j'ai encore passé un excellent moment de lecture. J'adore suivre ces personnages aussi qu'on voit évoluer au fil des tomes. Donc vraiment, lisez-les dans l'ordre. C'est quand même essentiel je pense, même si vous pouvez totalement les lire indépendamment puisqu'à chaque fois c'est une enquête différente. Mais on va dire qu'on voit les personnages et leurs relations évoluer de tome en tome, donc c'est ça qui est bien aussi et qui fait qu'on s'attache beaucoup plus au bouquin. En tout cas, le quatrième tome, non le sixième, déjà on est au 6, ah bah oui, le sixième tome va sortir là en octobre et il va s'appeler Meurtre et biscuits au sucre, avec une couverture très Noël, donc voilà, normalement je devrais le recevoir si tout va bien, voilà. Merci Benoît. J'adore. C'est vraiment, je sais que ça c'est le genre de lecture doudou, que quand tu passes une sale journée ou tu sais c'est pas bien, tu lis ça et là t'es trop bien quoi, t'es trop chamallow, c'est doudou, c'est cosy, on adore. On adore. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce en l'air, ça fait plaisir à l'algorithme, mais aussi à moi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si ils vous ont plu ou pas. N'hésitez pas, on pourra échanger en commentaire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!